Depuis le début du siècle dernier, les Alpes françaises ont été le témoin d'une épopée scientifique, industrielle et humaine quasiment unique au monde. Une aventure mêlant le génie et l'audace des bâtisseurs à la démesure des ouvrages. Il s'agit de l'histoire des grands barrages, ces géants de terre et de béton qui fournissent aux hommes l'énergie électrique dont ils ont tant besoin. Mais qui connaît réellement leur histoire, leur genèse, les nécessités qui ont prévalu à leur construction? Comment et quand fonctionnent réellement ces superstructures hydroélectriques? Ce film nous invite dans cet univers si particulier des grands barrages, à la découverte de leurs secrets, au cœur même de leurs entrailles. De Bergès à Grand-Maison, en passant par Tignes, Roseland, Serre-Ponçon, le Chambon, c'est tout un patrimoine historique et industriel qui se dégage. Aujourd'hui, Électricité de France a décidé d'exposer et de raconter cette épopée alpine. C'est au musée EDF Hydrelec, situé près de la centrale de Grand-Maison, que sont exposées certaines des pièces qui ont marqué l'histoire de l'hydroélectricité. Ici, nous nous trouvons en plein cœur finalement du musée EDF Hydrelec à Vaujany, musée consacré à l'histoire de l'hydraulique et de l'hydroélectricité, un musée qui va fêter ses 20 ans l'année prochaine, puisqu'il a été construit et ouvert en 1987. Alors, quelle est la vocation de ce site en fait? Alors, à l'origine, donc Hydrelec était un centre d'information exclusif, on va dire, sur Grand-Maison. Grand-Maison qui était le dernier grand projet hydroélectrique français construit entre 1977 et 1987. Donc comme pour tous les ouvrages construits par EDF, on a toujours incorporé au projet un centre d'information sur le nouvel ouvrage. Donc à l'origine, Hydrelec est un centre d'information et très rapidement finalement, il est devenu un musée dans lequel on a récolté des vieilles machines et des vieux outils qui fonctionnaient dans les anciennes centrales hydroélectriques qui étaient elles-mêmes en cours de destruction. On raconte, donc par un circuit de visite donc, qui commence sur l'étage supérieur, on va passer de l'hydraulique à l'électricité pour en arriver à l'hydroélectricité. Et le principe est finalement de faire comprendre aux gens qu'on a toujours utilisé l'eau comme une source d'énergie, que ça soit bien avant notre ère industrielle, pour actionner des moulins ou des forges. Ensuite, avec l'apparition de l'électricité, et la maîtrise de l'électricité vers le milieu du 19e siècle, on a commencé à faire des recherches sur l'optimisation finalement de cette production de l'électricité et on a compris qu'on pouvait y associer différents éléments dont la turbine, la roue qui va permettre d'activer l'alternateur pour produire de l'électricité. Finalement, autour de ce patrimoine industriel, on peut avoir un discours pédagogique pour les classes et scolaires qui viennent visiter Hydrelec. D'accord ? Alors, on a beaucoup d'anciennes pièces, donc on a la chance également, alors après il y a toute une problématique, mais on a quand même la chance d'avoir ce qu'on appelle des pièces éclatées, c'est-à-dire qu'on a remplacé des pièces d'origine par du plexiglas, ce qui nous permet de voir à l'intérieur des groupes ce qu'on peut trouver. Donc ici, on peut voir une petite turbine Francis dans ce groupe turbine alternateur. Dans les alternateurs, on a encore des rajouts en plexiglas pour voir comment est composé et de quoi est composé un alternateur et d'expliquer comment tout ça s'articulait dans le fonctionnement du groupe. Donc ici, on a toute une partie consacrée aux outils de mesure, interrupteurs et disjoncteurs, avec des pièces qui sont uniques aujourd'hui, des pièces qui proviennent d'un peu de toutes les centrales hydroélectriques des Alpes du Nord, mais aussi des Pyrénées, qui nous permettent de montrer aux
visiteurs qu'on n'a pas un seul type d'outil de mesure ou un type de centrale, parce que c'est ça qui est important aussi de faire comprendre, c'est qu'une centrale hydroélectrique, c'est un peu un objet unique. Elles sont toutes différentes, elles ont toutes des formes différentes, toutes des tailles différentes, toutes des puissances différentes. On a ici un peu la pièce phare finalement du musée, c'est un des groupes de l'usine hydroélectrique du Cernon, donc, qui est toujours présenté avec une partie du groupe visible, avec toujours ce plexiglas, ce qui nous permet finalement de voir et de faire comprendre au public comment fonctionne ce groupe, quel est le rapport à l'eau et comment on produit l'électricité. Donc là ici on a notre piston par laquelle l'eau va être propulsé donc sur la turbine qui est composée donc de petits objets. Donc l'eau vient frapper les objets, ce qui permet à la turbine de tourner. Elle rentre en mouvement. La turbine est reliée à l'alternateur par un axe ou par un arbre, un bras, enfin on peut l'appeler de différentes façons. Et donc la turbine, en tournant grâce à l'eau, va entraîner la partie mobile de l'alternateur qu'on appelle le rotor. Et donc le frottement qu'il va y avoir entre le rotor et le stator, la partie fixe et la partie mobile de l'alternateur, est ce qu'on appelle l'électricité, pour faire simple. Et donc une fois qu'on produit l'électricité, on la transforme et on l'envoie sur les lignes haute tension. Donc là, le principe, c'est le principe qui est connu depuis la deuxième moitié du 19e siècle, finalement. Et c'est le principe qu'on utilise encore aujourd'hui, même dans nos centrales les plus performantes, à l'exception du fait que les groupes sont plus puissants, plus gros, les turbines plus imposantes. Trait d'union entre le passé et le présent, Hydrelec permet aussi de découvrir le site de Grand Maison, le dernier né des grands barrages français, le plus puissant aussi. Alors ici nous sommes dans la vallée de l'Odol, c'est une des vallées du massif de l'Oisans, donc on est en plein dans l'Isère. Et nous sommes donc juste à côté d'un aménagement hydroélectrique, c'est l'aménagement hydroélectrique le plus puissant en France qui s'appelle Grand Maison. Grand Maison, c'est ce qu'on appelle une STEP, une station de transfert d'énergie par pompage, c'est-à-dire que comme toute centrale hydroélectrique, elle va produire de l'électricité, mais elle va aussi en consommer pendant des périodes de pompage sur les heures creuses que l'on connaît pendant la nuit, pendant le week-end, parfois pendant l'après-midi. Tout l'aménagement contient en fait 2 lacs de retenue, donc on en a une à 1700 mètres d'altitude et une autre à 750 mètres d'altitude. Donc tout ça est dans la même vallée. Là-haut, on a jusqu'à 140 millions de mètres cubes d'eau. Et en bas, on est aux alentours de 15 millions de mètres cubes d'eau maximum en capacité de réservoir. Et puis, il va y avoir en fait un fonctionnement de va-et-vient entre ces 2 retenues. Donc, aux heures de pointe, au moment où l'électricité est produite, donc l'eau arrive de là-haut, elle passe dans l'usine pour être turbinée et ressort ensuite dans le lac aval, donc, qui est situé évidemment en dessous de l'usine. Et puis on va faire le mouvement inverse, en fait, opération inverse au moment du pompage, où l'eau qui a été stockée en bas va être remontée par un système de pompage, des groupes qui peuvent tourner dans les 2 sens et qui peuvent tourner au moment du pompage pour faire remonter cette eau en utilisant exactement le même chemin qu'à l'aller. Alors il faut avoir en tête que l'électricité est une énergie qui ne se stocke pas. Donc, du moment qu'elle a été produite, on va devoir la consommer.
Donc ce système va permettre de consommer les surplus d'énergie électrique produite notamment par les centrales nucléaires. Et donc ce surplus eh bien, va être utilisé directement dans une centrale comme Grand Maison, qui va donc l'utiliser en période de pompage. Il y a ce va-et-vient effectivement qui va permettre finalement d'équilibrer la consommation et la production sur le réseau français. Alors, sur le réseau français et international, parce que finalement Grand Maison produit pour la France et l'Europe. On est en sortie d'usine à une tension élevée à 400 000 volts, donc de la très haute tension, donc destinée à voyager loin. On pourrait dire que Grenoble pourrait être alimenté par ce que produit Grand Maison, c'est-à-dire 1400 environ, en moyenne, 1400 gigawattheures par an. La mise en service définitive date de 1987. C'est un chantier qui a duré 10 ans, donc considéré comme un grand chantier, avec plus de 2000 personnes employées, donc à l'échelle de la France. C'était quelque chose de très particulier, de très impressionnant. Donc là, je vais enlever l'alarme avant d'entrer. Voilà. Donc là, on est dans la galerie supérieure du barrage, donc sous la route qui mène à Tignes. Et là, vous avez sur le côté ce qu'on appelle les descendries. Alors, qu'est-ce que c'est les descendries ? Donc les descendries, alors il y a une descendrie de chaque côté de l'ouvrage pour permettre des visites régulières de la structure du barrage. D'accord. Donc voilà, donc on fait une visite tous les 15 jours. Deux agents font toutes les deux descendries pour contrôler qu'il n'y a rien d'anormal dans le barrage. Voilà. Donc là, ces deux escaliers mènent Ces deux escaliers mènent au fond, tout à fait au pied du barrage, où on ira tout à l'heure. Donc on s'arrêtera à l'intermédiaire, on prendra l'ascenseur, on va s'arrêter à l'intermédiaire et on pourra regarder les deux côtés. Hein. Donc là, on a un premier type de mesure pour contrôler l'ouvrage. Hein. Donc ça, c'est un pendule qui sert à mesurer le déplacement longitudinal du barrage. Donc il y a 17 appareils comme ça dans toute la structure de l'aménagement. Ces appareils sont télémesurés hein, depuis Grenoble, service DTG, une fois par semaine. Et on vient faire, nous, des mesures manuelles pour corréler les deux mesures. C'est le principe d'un fil à plomb. Vous avez un fil qui descend dans toute la structure du barrage. Bon, suivant le type de pendule, on va jusque là, à mi-hauteur du barrage, ou carrément jusqu'au fond. Et il y a un poids au bout de ce fil. Et à partir de
des mesures, des tables ici de mesure, on peut regarder le déplacement de la voûte du barrage d'avant en arrière. C'est quelque chose qui est vivant. Il bouge alors en fonction du remplissage, du volume d'eau à l'amont, de la température et essentiellement de la température extérieure. C'est un ouvrage qui fait quand même, en épaisseur, qui fait 40 mètres, un peu plus de 40 mètres en pied d'ouvrage, et qui fait 10 mètres à l'endroit où on est. Alors la retenue est derrière moi. Donc actuellement, aujourd'hui, on a à peu près 190 millions de mètres cubes dans la retenue. La capacité du barrage, bon, la totale c'est 225 millions. Et on descend jusqu'aux alentours de 70-80 millions en fin d'hiver. Alors l'utilité d'un barrage comme Tignes, c'est justement de ne pas produire en continu. C'est de stocker l'énergie et de produire de l'électricité quand au moment de la journée on en a besoin. C'est pour ça qu'on crée des grandes retenues pour pouvoir stocker cette énergie de l'eau. Un aménagement comme Tignes, à pleine puissance, produit l'équivalent d'une consommation comme une ville de Chambéry et son agglomération. Donc là, on entre dans le local de commande des vannes. Bon, donc un barrage comme Tignes est équipé de vannes de fond, qu'on appelle de vannes de fond, et de vannes d'entrée en galerie pour l'usine des Brévières. Alors des vannes de fond, ce sont des vannes qui sont situées au pied de l'ouvrage, qui permettent de lâcher un débit assez important en cas de crue, pour pouvoir maintenir la cote du plan d'eau. Donc là, on est dans le local de commande, avec les tableaux de commande de toutes ces vannes. Et derrière nous, on a les vérins de commande à huile. Donc là, c'est les vérins de commande, sachant que les vannes sont 180 mètres plus bas. Donc il y a toute une tringlerie qui descend jusqu'aux vannes en bas. Alors on va s'arrêter à l'intermédiaire. Donc là, on se trouve où Donc là, on se trouve dans l'ascenseur du barrage, qui nous permet d'aller au fond et dans la galerie intermédiaire. Donc l'ascenseur a une hauteur de 140 mètres, 145 mètres. Donc là, on descend vraiment dans les entrailles, au cœur du barrage. Voilà. On va s'arrêter à la galerie intermédiaire pour voir les deux descendries de chaque côté. Vous vous souvenez la première fois que vous êtes descendu dans l'ouvrage? Je me souviens, oui. Ça fait quelques années, mais je me souviens bien, oui. Et vous avez ressenti quoi, en fait, en venant C'est très impressionnant, parce que des ascenseurs comme ça, on ne voit pas les étages intermédiaires, c'est long, et effectivement, ça fait un peu... c'est impressionnant. Donc là, la galerie intermédiaire. Là, nous sommes à mi-hauteur, en fait. À peu près à mi-hauteur des 180 mètres de haut du barrage. D'accord. On est descendu de 80 mètres à peu près. Donc là, il y a aussi... Alors là, vous voyez la fixation de deux câbles de pendule au niveau intermédiaire. Toujours sur le même procédé du pendule. Toujours sur le même procédé du pendule.
Donc là, on se trouve quasiment au pied du barrage. Une des dernières galeries au plus profond. Il y en a encore une en dessous qu'on va aller voir. Donc là, on se trouve dans une galerie au fond de l'ouvrage, hein, une galerie qui a servi pour la construction, au début de la construction du barrage. Hein, et on voit bien, donc c'est une galerie qui sert maintenant aussi au contrôle, hein, puisqu'au fond on a aussi un piézomètre. Hein, et on voit bien ici l'épaisseur du barrage au fond de la gorge. Quoi, hein. Donc on retrouve bien les 40 mètres de béton. Et là, l'eau, la retenue se trouve où? La retenue se trouve derrière moi. Hein. Tout au bout de ce tunnel. Bon, après il y a encore du béton, hein, et après vous avez la retenue. Donc nous voici sortis maintenant de cette cathédrale de béton qu'est le barrage de Tignes. Hein. Un barrage fait pour durer encore de nombreuses années. On est maintenant dans la salle des machines de la centrale des Bréviaires qui va permettre de turbiner l'eau stockée à l'amont du barrage et de produire cette énergie 100% renouvelable. Donc là on se trouve au cœur de la centrale des Bréviaires. Hein. En dessous de moi, la partie dite hydraulique où passe l'eau qui entraîne une turbine. Hein. La turbine est reliée à la partie électrique au-dessus via un arbre qu'on voit tourner. Et c'est comme cela qu'on produit l'énergie hydroélectrique.